Merci de nous recevoir ici dans cette partie administrative de la tannerie. C'est un ancien bureau de direction, ou peut-être encore le bureau actuel de la direction, mais je pense que ça ne l'a pas toujours été. Quelle était au départ la destination de ces locaux? Alors ces locaux étaient à l'origine des locaux d'habitation. C'était la demeure de Jean Degerman, et le bureau qui est là, qui est particulièrement soigné et joli au niveau ébénisterie, a été fait par un ébéniste de l'école de Nancy qui s'appelle Gauthier Poinsignon. Et c'est une très belle pièce à laquelle, en tout cas, je suis très attaché, que ça soit par les boiseries, les bronzes, les fenêtres, etc. C'est une pièce assez exceptionnelle. Et c'était le bureau de direction de mon grand-père. Oui, alors vous avez parlé de Jean Degerman, vous avez parlé de votre grand-père. Il est peut-être bon de faire un petit rappel des liens qui unissent toutes ces personnes dont il va être question aujourd'hui. Gustave Degerman créa la tannerie en 1857, après avoir épousé la fille de Jean Lantz, propriétaire d'une petite tannerie implantée dans l'actuelle rue du Collège à Bar. Gustave et son épouse Caroline auront 2 fils et une fille. Les descendants des 2 fils, Jules et Jean, constitueront 2 lignées, communément appelée la lignée Jules et la lignée Jean. Quelle est au sein de la famille l'image qui s'est perpétuée à travers les générations de Gustave le créateur? Alors Gustave le créateur, évidemment, je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'était un de ces pionniers qui se sont lancés dans le commerce du cuir, puisque Gustave vendait les produits des tanneurs de Bar en Amérique du Sud. Et quand il a voulu se marier, son beau-père lui a demandé d'abandonner ses voyages et de rester ici. Et il a pris la tannerie de son beau-père, il en a fait la manufacture de cuir Gustave Degerman, et il l'a développé année après année. Donc c'est vraiment une image de pionnier avec des techniques qui étaient compliquées à acquérir à l'époque, et qu'il fallait faire des essais, se lancer, inventer les savoir-faire plutôt que les appliquer. Et c'est vraiment une période que je n'ai pas connue, mais qui devait être très, très intéressante, mais aussi il fallait en vouloir. On l'imagine. Oui. Jules et Jean ont poursuivi le développement de la tannerie après la mort de leur père en 1895. Qu'a-t-on retenu de ces 2 fils, Jules et Jean? Alors Jules, c'est mon ancêtre, évidemment, je connais un peu mieux. Ils se sont investis avec son frère Jean dans cette entreprise. Ils l'ont fortement développée en acquérant des parcelles de terrain et en construisant l'usine, essentiellement telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils se sont lancés dans les machines à vapeur, l'industrialisation du cuir peu à peu. Ils ont construit la cheminée, la grande cheminée qui a été détruite l'année dernière. Et donc c'était une période d'investissement important et de développement important de la tannerie. Et la sœur Mathilde, donc, qui a épousé ensuite le docteur Frédéric Ecker, qui est une personnalité bien connue à Bar, dans la mesure où il fut notamment maire, mais aussi historien local, sans parler de son investissement dans le développement de la viticulture. Frédéric Ecker s'est un temps investi dans la tannerie aux côtés de ses 2 beaux-frères, Jules et Jean. Quel a été son rôle et pourquoi s'est-il assez rapidement retiré de l'entreprise? Alors, son rôle dans la tannerie, je ne le connais pas. Par contre, les raisons de l'arrêt de son activité dans la tannerie, je la connais. À l'époque, ils avaient investi dans une usine de gélatine à l'Elzo à Strasbourg qui était censée valoriser les déchets de la tannerie, les tanneries du coin. C'est un business qui avait des problèmes, qui n'était pas très rentable, et à un moment, il a voulu se retirer de l'usine de l'Elzo, dont il était actionnaire comme les autres, et ses beaux-frères lui ont dit, si tu arrêtes ce qui est source de perte, il faudrait aussi arrêter ce qui est source de profit, et ils se sont mis d'accord, ils ont racheté des parts issues de Mathilde et du docteur Ecker. À présent, revenons à Jules Degerman et découvrons ses descendants directs. Jules et son épouse Marie-Mathilde Petsch auront 7 enfants. 2 d'entre eux entreront à leur tour dans la tannerie. Georges,
l'aîné, prendra la succession de son père et dirigera l'entreprise. Paul, son frère, se chargera des domaines administratifs et financiers, tout en assurant, à partir de 1935 et jusqu'à sa mort, à l'exception des années de guerre, les fonctions de maire de Bar. Plus tard, deux fils de Paul, Claude et Francis, assureront également des responsabilités dans l'entreprise, le premier dans le domaine administratif, le second en production. Mais revenons à la seconde lignée. Jean se mariera avec Marie-Marguerite Simon, petite-fille de Charles Simon, qui, au début du XIXe siècle, introduisit la tannerie industrielle à Bar. De leur union naîtront 4 enfants dont 2 feront carrière au sein de la tannerie, Pierre et André. C'est Pierre qui prendra en main les destinées de l'entreprise, au départ de son cousin Georges, en 1962. Dans la première moitié du XXe siècle, les tanneries barroises semblent connaître des difficultés économiques. Beaucoup d'entre elles cessent leur activité. Comment peut-on expliquer que Degerman parvienne à se maintenir malgré cette période de crise? Alors, dans la première moitié du XXe siècle est apparu le tannage au chrome, qui était une révolution technique par rapport à ce qui était appliqué auparavant. C'était un cap technologique très compliqué à maîtriser et très coûteux parce que toutes les peaux qui étaient plus ou moins ratées perdaient de la valeur et beaucoup de tanneurs se sont ruinés à essayer de faire ça. À l'époque, chez Degerman, c'était pas bien meilleur, mais mon grand-père est allé aux États-Unis se faire embaucher comme ouvrier pendant quelques mois dans une tannerie à Milwaukee qui maîtrisait le tannage au chrome. Et en s'inspirant de recettes, il est revenu et ils ont appliqué ça chez Degerman. Évidemment, tous les tanneurs n'ont pas fait cette démarche, n'ont pas eu la possibilité de le faire, et les tanneurs qui n'ont pas réussi à passer ce cap ont disparu. Donc après la disparition de Jules en 1939 et de Jean en 1946, le développement de la tannerie a été assuré par leurs descendants, à savoir donc Georges et Paul, fils de Jules, et Pierre et André, fils de Jean. Il y avait donc 4 cousins au sein de la même entreprise. Comment, dès la veille de la Seconde Guerre mondiale, se sont répartis les rôles et fonctions entre ces 4 cousins? Bon, je crois que Georges, mon grand-père, avait une espèce de leadership un peu naturel. Donc il a été nommé PDG au décès de Jules. Il s'occupait des approvisionnements, il a acheté les peaux brutes, ce qui est un point très important dans la tannerie. Il était également présent dans la production et dans les relations avec le milieu professionnel en général. Paul était le directeur commercial, mais était aussi pris par ses fonctions à la mairie. Donc voilà, c'était la branche Jules. La branche Jean, Pierre, qui était un centralien, s'est investi dans l'organisation, pour améliorer la productivité, les rendements énergétiques, etc. Il était très axé sur le calcul des prix de revient et c'est lui qui a amorcé l'informatique dans l'entreprise, ce qui était vraiment très novateur à l'époque dans la tannerie. André était plus dans la production. Alors comment la tannerie s'est-elle développée lors des années de l'annexion allemande de 1940 à 1944? Alors j'ai constaté que de 1940 à 1945, il n'y a pas eu de conseil d'administration. L'entreprise, la famille avait mis en sécurité les stocks en France de l'intérieur, on va dire avant les hostilités. La tannerie a fonctionné normalement puisqu'il y avait des besoins de cuir, mais ça n'a pas... Alors évidemment, il n'y a pas eu d'investissement dans cette période, mais je crois qu'il y a eu 3 incendies générales des actionnaires qui ont été organisés, délocalisés à Nancy, hors de la période allemande. Oui, période un peu difficile, voilà, probablement, y compris dans la gestion d'une entreprise. Bien sûr. En 1968, la direction de l'entreprise revient dans la lignée Jules, en la personne de Jean, fils de Georges. Jean sera secondé par ses cousins et son fils aîné Philippe. En 1980, tant la famille que l'entreprise seront touchés par un terrible drame. Jean et Philippe décéderont brutalement dans un accident de circulation.
La pérennité de l'entreprise était alors gravement menacée. Face à cette situation, Eliane Degerman, épouse de Jean, prendra en main les destinées de la tannerie, accompagnée de son fils Nicolas. Comment les cadres et employés de la tannerie vont-ils réagir face à ce drame? Bon, la réaction a été très bonne, mais je dirais assez normale. Il y a eu un grand élan de solidarité, ils se sont entraînés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire fonctionner l'entreprise sans qu'elle subisse trop de casse. Évidemment, ça se fait pas comme ça, mais je pense que moi j'ai retenu un réel attachement du personnel à l'entreprise. Donc, tant votre maman Eliane que vous-même avez donc été subitement confrontés à des responsabilités auxquelles vous n'étiez pas particulièrement préparés pour assurer la pérennité de l'entreprise. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Alors moi, évidemment, le changement brutal de ma vie. Bon, et on s'est lancé là-dedans à fond, parce qu'il y avait des enjeux financiers et familiaux importants à défendre. Et donc, on s'est lancé un peu avec la candeur du débutant, puisqu'on s'est attaqué à un métier alors qu'on n'avait ni expérience, ni compétences particulières pour ça. Donc il a fallu gérer au mieux l'entreprise. Je dirais que techniquement, on n'a eu aucun souci particulier parce que Francis Degerman, qui était dans l'entreprise, assurait ce volet-là. On n'a pas eu de problème particulier, quoi. Par contre, les clients, il a fallu évidemment rassurer les clients, puisque la plupart, je ne parle pas des fournisseurs, hein, qui évidemment il y avait des gros doutes quant à nos capacités à garder un cap raisonnable pour l'entreprise. Il a fallu rassurer les banquiers, les convaincre de continuer à soutenir l'entreprise, etc. Donc c'est une période où, on va dire, on ne comptait pas les heures. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses bien, on a aussi fait des erreurs, des conneries, parce que pari d'expérience. Et au bout de 3 ans à peu près, dans les années 83, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument abandonner les articles les moins rémunérateurs, et on a changé stratégiquement l'entreprise. On s'est consacré uniquement à des produits à forte valeur ajoutée. On avait la chance d'être capable de les produire et d'avoir le personnel capable de les produire, parce que c'était pas encore gagné non plus. Et ça a été, on a réussi à rétablir la situation et se projeter un peu plus vers l'avenir. Des 9 tanneries industrielles qui existaient autour de Bar au début du XXe siècle, donc Degerman et Haas à Eichhofen sont les seules qui se soient développées jusqu'à fusionner entre elles pour atteindre aujourd'hui une réputation mondiale. Comment expliquez-vous cette évolution de la fabrication locale du cuir vers le marché très particulier des produits de luxe? Alors, aujourd'hui en France, seul le marché de l'industrie du luxe peut faire fonctionner des tanneries avec les conditions économiques que l'on a en France, ou d'épuration, etc. Donc c'est le choix qu'on a fait à l'époque qui nous a permis de résister et d'approcher ces clients-là. On avait quand même un savoir-faire reconnu. Chez Degerman, on était impliqué dans la maroquinerie depuis longtemps. C'était pas une stratégie du dernier moment, hein, alors que beaucoup de tanneries ont disparu parce qu'elles n'ont pas fait ce choix. Qu'est-ce qui a motivé ensuite l'absorption de ces 2 tanneries par un grand groupe de produits de luxe? Alors, je crois que nos clients, d'abord, connaissaient nos capacités, savaient qu'on avait des produits singuliers. Les cuirs de Bar sont assez particuliers. On a certains produits qui sont quasiment uniques. Hein, les cuirs nourris, comme le Supporto chez Degerman, le Novocalc chez Tanrias, le Barrenia, etc. sont des produits quasi inimitables par nos confrères. Et donc, on a quand même un savoir-faire reconnu. Les entreprises de l'industrie du luxe avaient besoin de se sécuriser leurs appros en se rapprochant en amont, parce qu'ils voyaient bien que la tannerie, c'est un métier qui demande des capitaux importants, avec une rentabilité qui est aléatoire, on va dire, et eux, ils avaient besoin de se sécuriser en assurant leur fourniture. Voilà, c'est
ça. Et nous, les tanneurs, par contre, même si tu étais à peu près rentable, on voyait bien que la concentration des peaux brutes dans les traits groupes de l'industrie de la viande rendait les approvisionnements compliqués. Et pour arriver à équilibrer un peu les forces entre notre amont, nos fournisseurs de peaux brutes, il valait mieux être adossé à des groupes puissants de l'industrie du luxe. En indépendance, ça devient très très compliqué. Quel est l'avenir prévisible du site barrois de la tannerie? Alors, dès les négociations que j'ai eues avec Chanel avant 2019, on avait pris rendez-vous avec Gilbert Chioli à l'époque pour voir s'il pouvait être intéressé. La mairie a toujours eu un intérêt pour le site qui est en centre-ville. Donc, le site sera vendu à la mairie. À quelle date, etc. Ça dépend un peu de la construction de la nouvelle tannerie sur le site des ministres de Risset, mais ça se fera. Derrière le projet de la municipalité, il peut changer d'ici là, on verra. Mais disons qu'il y aura certainement un projet beaucoup plus adapté pour un centre-ville que d'y mettre une tannerie. Nicolas, vous représentez la 5e génération des dirigeants de la tannerie d'Egerman. Dans quelques semaines, vous quitterez la vie active. Pendant 170 années, le nom d'Egerman et la production du cuir à barre ont été intimement liés. Ce n'est pas qu'une page qui se tourne, mais un livre qui se ferme. Votre sentiment à la veille de cette échéance? Mon sentiment, c'est qu'il faut aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est quoi? C'est pour moi le meilleur moyen de faire perdurer le savoir-faire de la tannerie dans le coin de Bar. C'est ce qu'on est en train de faire grâce à Chanel sur le site des ministres de Risset. Construire une nouvelle tannerie, ça ne se fait pas pour 5 ans ou 10 ans. C'est un investissement qui est prévu pour durer longtemps. Ce sera une tannerie exemplaire au niveau énergétique, environnemental, etc. Et, je veux dire, c'est le meilleur moyen pour moi que le savoir-faire reste dans le coin. Après, le nom d'Egerman, bon, c'est reste une marque déposée qui appartient à Chanel. Mais je veux dire, c'est pas... pour moi, c'est accessoire. Ce qui compte, c'est que ce métier reste dans le coin, que les mains qui maîtrisent ces procédés restent dans ce métier. Et je veux dire, pour moi, j'aurais l'impression d'avoir accompli ma gestion de la boîte correctement. Voilà. Après, à titre personnel, évidemment, j'aurais un pincement au cœur. Mais bon, c'est... Je crois que nos entreprises et nos employés sont dans de bonnes mains et qu'il y a un avenir tout à fait, on peut espérer, prospère pour ce métier-là. Voilà. Et si c'était à refaire? Moi, j'ai adoré ça. Il n'y a pas un matin où je suis allé travailler en me disant ça ne me plaît pas. Je me suis lancé là-dedans et après, je me suis pris de passion pour ce métier qui est pour moi un métier extraordinaire. Parce qu'il y a une transformation de la matière incroyable. On part d'une peau brute qui est un truc affreux, qui pue, etc. On en fait un produit magnifique, sensuel, avec des coloris magnifiques. Je veux dire, c'est un métier qui allie la production, la créativité, et franchement, j'ai adoré ça. Merci Nicolas.